Découvrez le puissant discours de Nathalie Yambe, figure emblématique du panafricanisme lors du sommet. Une intervention marquante pour la souveraineté et l'unité de l'Afrique. La dernière fois que j'étais ici, j'ai exposé et j'ai dénoncé les 3 fondements du colonialisme et du néocolonialisme français, à savoir le franc CFA, les bases militaires et la tutelle sur les pays africains dans le système onusien. Cela m'a valu, à mon retour en Afrique, une arrestation, une déportation en Europe, des menaces de mort, des interdictions de circuler et des pressions en tout genre. Alors que ce panel se tient sous le thème de la lutte pour la vérité, j'ai voulu rappeler cela pour que chacun sache que par les temps qui courent, il n'y a quasiment rien de plus dangereux que de dire la vérité, notamment quand il s'agit de dénoncer et de démonter l'hégémon occidental et le monde qu'il a bâti et qu'il a dénaturé lui-même à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 2 semaines que les assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale se sont tenues à Washington. Et je vais évoquer la manière de contrer le système néocolonial occidental, dans lequel des exigences politiques deviennent des conditions nécessaires pour les investissements, pour la coopération, pour la mise en œuvre de projets communs. C'est ainsi que le 8 août 2024, la Suède a annoncé qu'elle mettrait fin à son aide publique au développement au Mali. Parce que Bamako avait rompu la veille ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, qui avait fièrement revendiqué son soutien et son entraînement des terroristes qui attaquent l'armée malienne et qui endeuillent le Sahel. Alors ma question c'est, dans quelle partie des accords Suède-Mali une telle clause était-elle prévue? C'est aussi au mois d'août que la Banque mondiale a annoncé qu'elle ne financera plus de nouveaux projets en Ouganda à la suite de la promulgation d'une loi dite anti-LGBT, alors que cette conditionnalité n'est prévue dans aucun des accords. Et pour éviter de subir le même sort, le président ghanéen n'a toujours pas promulgué la loi sur les valeurs familiales, qui a pourtant été votée par le Parlement et approuvée par la Cour suprême depuis belle lurette. Des exemples, il y en a foison. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelle est l'origine du problème. Qu'est-ce qui a favorisé la mise en place de ce système déséquilibré et coercitif, où la volonté d'une minorité s'applique de gré ou de force sur le reste du monde, et notamment sur l'Afrique, mais aussi depuis de plusieurs années sur ceux qui nous ont conviés ici aujourd'hui, sur la Russie. Les anciennes puissances coloniales, accompagnées d'États partenaires et appuyées par leurs multinationales, constituent les facteurs externes du problème, tandis que les classes politiques africaines qui sont en compétition pour entrer dans les bonnes grâces des dirigeants de la métropole et aussi des citoyens mal informés à cause de la propagande mensongère distillée par des médias mainstream occidentaux et aussi à cause des programmes scolaires qui tardent à être repensés, forment le volet local de ce système néocolonial de domination. Les conséquences et les implications de cela sont aussi bien économiques que politiques et elles se traduisent en canaux formels et informels. Sur le plan économique, on se retrouve avec des budgets sous perfusion de l'aide publique au développement, des investissements sous protection politique de la métropole, une monnaie sous contrôle d'échange, un commerce international sous dépendance d'accords léonins ou d'accords non appliqués.
Et sur le plan politique, on a des institutions néo-patrimonialistes comme la Banque mondiale, comme le FMI. On a la corruption des classes politiques des deux côtés de l'échiquier. On a le chantage, on a les sanctions, on a les influences pour rester au pouvoir en contrepartie de contrats hors marché. Et on a les ingérences qui se traduisent par l'appui au terrorisme, aux rébellions, l'instrumentalisation des instances internationales. Et c'est ainsi que, dans le système actuel, la voix de la métropole et des institutions de Bretton Woods, qui ne votent pas, est prépondérante sur celle des citoyens de la néocolonie qui restent englués dans la pauvreté et dans les frustrations, victimes de politiques de santé, d'éducation, de formation, de défense, d'industrialisation, inadaptées ou quasiment inexistantes parce qu'elles sont dictées par l'étranger et mises en œuvre par des laquais locaux, qu'ils soient opposants ou gouvernants. Alors, comment se battre contre cela? Comment s'en sortir? D'abord par une prise de conscience et une volonté politique. Ceux qui osent dénoncer et remettre en cause le système et faire éclater la vérité, qu'ils soient des activistes, des politiques, des militaires, doivent être protégés, promus ou portés à la tête de nos États. Ensuite, il faut établir une cartographie précise et détaillée de toutes les manœuvres, de toutes les connivences, de tous les pièges du système actuel et définir des réponses à chacun d'entre eux. Et puis, il faut travailler à la refonte de la gouvernance des organisations communes internes à l'Afrique et externes au continent. Non pas en se contentant de 2 sièges de membres permanents sans droit de veto que l'on vient offrir à l'Afrique avec condescendance après 79 années d'existence, mais en supprimant tout simplement tout ce qui crée le déséquilibre, c'est-à-dire en mettant fin au statut de membre permanent et au droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Un pays, une voix, la majorité l'emporte. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Et enfin, il faut refonder la structure des chaînes de valeur qui ont été établies en notre absence et qui continuent d'être acceptées, parfois même par ceux qui sont engagés dans le combat pour l'émancipation du continent africain. Non, il n'y a absolument aucune raison qu'un chauffeur qui amène le cacao du champ jusqu'au port de Douala, de Tema ou d'Abidjan soit payé 15 fois moins que le chauffeur qui va récupérer le même cacao au port de Anvers, de Hambourg ou d'Amsterdam pour l'amener dans des usines. Il est temps de remplacer les plaintes par une politique offensive, par une diplomatie opérationnelle qui se fasse entendre et qui obtienne des décisions concertées. Et un système législatif et judiciaire efficace et qui protège notre souveraineté et impose le respect des accords. Nous sommes actuellement dans un moment géopolitique extraordinairement propice. Un monde multipolaire est en train de naître. Son architecture se dessine maintenant. Construisez votre influence pour prendre place à la table de discussion de façon tout à fait décomplexée. Ou alors, taisez-vous à jamais. Je vous remercie. Le discours de Nathalie Yambe est une véritable déclaration d'indépendance et d'espoir pour le continent africain. Elle aborde avec précision les enjeux majeurs liés à la souveraineté, tout en dénonçant les pratiques néocoloniales qui freinent à l'émancipation des nations africaines. Avec des mots justes et un ton empreint de détermination, elle interpelle à la fois les dirigeants africains et la diaspora, les invitant à jouer un rôle actif dans la construction d'une Afrique unie. Ce discours ne se limite pas à une critique des systèmes en place. Il offre également une vision inspirante, où l'unité et la collaboration entre les peuples africains sont au cœur des solutions. Nathalie Yambe invite à repenser les modèles actuels et à se réapproprier l'avenir du continent,
dans un élan collectif guidé par le panafricanisme et la volonté de progrès. Par son intervention, Nathalie Yamb rappelle que l'Afrique doit se lever et parler d'une seule voix pour être maître de son destin. Elle démontre que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une nécessité pour assurer un développement durable et équitable. Ce discours galvanise les esprits et pose les bases d'une réflexion profonde sur les défis et opportunités à venir pour le continent. Au-delà de son contenu, ce message est un appel à l'unité et à la mobilisation. Il pousse chaque Africain à se demander quel rôle il peut jouer dans cette quête commune. Nathalie Yamb confirme ainsi son rôle de leader visionnaire, capable de rallier les esprits et de donner un nouvel élan au panafricanisme.